Ce petit porche qui contient énormément de symboles et qui est peut-être une des signatures les plus flagrantes de la symbolique hermétique de ce château. Et peut-être de la participation de Jacques Coeur à ce grand art, ou tout moins sa connaissance de ce grand art de l'alchimie. Cette entrée du porche est vraiment une entrée énigmatique, parce que les symboles que nous voyons là, ce ne sont pas des symboles anodins. Tout d'abord, je vais commencer par ce qu'il y a au-dessus. Nous avons un petit personnage qui est en train de jouer, je dirais, on ne sait pas si c'est du biniou ou de la cornemuse, mais on voit bien que c'est un instrument d'abord avant. Alors il est important de revenir sur la symbolique même de l'hermétisme et donc d'Hermès et donc du mercure en alchimie. Vous savez, mercure, c'est Hermès chez les Romains. Le mercure est la principale matière de l'œuvre, nous disent les alchimistes. Certains, comme Al-Jabir, nous disent que le mercure seul suffit dans notre grand œuvre. Dans tout le grand œuvre, le mercure seul suffit. Par là, Jabir entend dire que tout le grand œuvre, toute la science alchimique est hermétique. Alors ce mercure qu'on représente par le fou, ou le pèlerin du grand œuvre, vous reconnaîtrez le mat dans le tarot, eh bien ce fou, ce pèlerin, eh bien on l'appelle ainsi parce que Fulcanelli, un très grand alchimiste du début du XXe siècle, nous dit que la signification du fou vient du vieux français fol folis, signifiant soufflet. D'ailleurs, il est notable de remarquer que certains poèmes, il y avait un poème de Jean de La Fontaine qui nous signalait les fous avec leur soufflet. L'almanach de Verneau montrera une image d'un fou avec son bonnet et ses grelots, avec un soufflet qu'il tenait derrière lui. Alors c'est très intéressant parce que le mot soufflet nous ramène au mot souffle. Or, le souffle, c'est l'esprit, spiritus en latin. Le mot souffle et le mot esprit ont la même racine. Donc, quelque part, notre mercure, notre âme, est aussi un souffle de vie, un esprit. Donc, nous voyons ici, à travers ce personnage qui joue de la cornemuse, c'est une œuvre d'abord spirituelle, et que notre art est avant tout spirituel. Même s'il est pratique, il est d'abord d'inspiration, je dirais, spirituelle. Alors, est-ce vraiment de la cornemuse? Ça serait intéressant, parce que si c'est de la cornemuse, cela nous ramène aux muses musicales d'ailleurs, qui ont donné le terme de musique. Et sachez que souvent, quand on voit dans l'art gothique ou dans d'autres représentations de bâtiments sacrés des instruments de musique ou des personnes qui jouent de la musique, il s'agit souvent d'un enseignement, d'une symbolique hermétique et alchimique. Parce que les muses nous ramènent aux sciences musicales, aux sciences des muses. Voilà pour ce qui est de ce petit personnage. Il est quand même important de voir que même si cet instrument dont il se sert est un instrument à vent, donc un instrument de souffle, il ne s'agit ni de pipeau ni d'harmonica. Vous voyez bien qu'il s'agit de cornemuse. Donc. Et la cornemuse a une petite particularité, je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez bien, mais cette cornemuse, eh bien, elle s'active un petit peu comme on active un soufflet. C'est exactement le même principe. Vous voyez, avec le bras, on gonfle, on dégonfle. Donc c'est un instrument qui a un lien avec le soufflet. C'est une signature de plus pour nous ramener au mercure, et qu'il s'agit bien du mercure. Si on regarde encore un peu cette cornemuse, et il y a un lien étrange qu'il y a avec les branches, les manches qu'il y a de chaque côté, qui sortent comme ça, comme avec des trous. Et si on regarde bien toute la forme, un petit peu de cette étrange cornemuse, on a presque la forme d'un cœur. Le cœur physique, le cœur biologique, pas un cœur de Jacques Coeur. Et encore une chose qui est intéressante, vous voyez qu'il y a une des branches de la cornemuse qui arrive dans les cheveux et le chapeau du personnage qui joue. Ça nous montre l'esprit. Et par contre, lui, il joue et le souffle sort vers le bas. Donc, c'est l'esprit du ciel qui descend dans la matière. Et donc, on peut dire quelque part que ce mercure anime tout le grand œuvre alchimique, tout le grand art, à travers son souffle, à travers son esprit. C'est ce que certains appellent l'esprit qui anime les choses. L'esprit dans les choses, qu'on appelle le ka chez les Égyptiens, le souffle de vie. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce que ça va animer, ce souffle de vie. Qu'est-ce qu'il va animer? Eh bien, nous voyons juste en dessous une espèce de cheminée avec trois personnages. Alors, nous avons un homme qui est devant une espèce, on ne sait pas si c'est un pilon, en tout cas, il semble pilonner quelque chose dans un espèce d'ustensile très étrange, où il prépare quelque chose. Nous avons à côté un homme qui est près d'une cheminée, qui active la cheminée, et une dame qui lave une assiette, une écuelle, on va dire. Alors, il faut savoir qu'en alchimie, il y a plusieurs voies. Il y a ce qu'on appelle la voie la plus commune, qui est connue de tout le monde, celle qui est décrite d'une manière allégorique dans les livres. Et puis, il y a une voie qu'on appelle la voie secrète, la voie brève.
c'est la voie que tous les véritables alchimistes connaissent et que tous les véritables alchimistes, qu'on appelle les philosophes par le feu, ont connue. À un tel point que cette voie, ils l'appellent la voie nôtre, ou notre voie. Bigère l'appellera la voie nôtre, d'autres l'appellent notre voie. Et tous les véritables alchimistes, comme Flamel, qui se réclamait d'être des philosophes par le feu, ont parcouru cette voie. Cette voie est extrêmement secrète, n'est jamais décrite. Seuls les adeptes, les élus, qui ont réussi à parcourir déjà toute la voie longue de l'apprentissage, ont pu pénétrer dans cette voie-là, la voie du feu. Dans cette voie, ce qui distingue cette voie, c'est un axiome. Alors un axiome, c'est un proverbe, immuable, inchangeable, quels que soient les auteurs et les époques. Et dans cet axiome, il nous est dit une seule matière, un seul vaisseau, un seul fourneau. Cet axiome est absolument inébranlable, inchangeable. Or, vous voyez, que voyons-nous? Un bonhomme qui s'active avec son pilon, une seule matière, une femme qui nettoie l'écuelle, un seul vaisseau, un homme qui active le feu de la cheminée, un seul fourneau. Donc, en fait, une seule matière, un seul vaisseau, un seul fourneau. Alors, il y a une petite chose à dire, c'est que les alchimistes, en fait, nous disent que dans cette voie-là, une seule chose suffit, du début à la fin de l'œuvre. Alors, vous allez me rétorquer, mais alors, ça ne va pas du tout. Vous venez de nous mentionner 3 choses. Une matière, un vaisseau, un fourneau. Qu'est-ce à dire? Il y en a 3 ou il n'y en a qu'une? Eh bien, il n'y en a qu'une seule. Comme notre matière possède en son sein une quintessence, elle fait office de vaisseau. Comme cette quintessence est un feu, ce vaisseau est un fourneau. Donc nous voilà résolu ce problème, une seule matière, un seul vaisseau, un seul fourneau. Donc vous voilà avertis que nous sommes ici dans la demeure d'un alchimiste qui connaît la voie brève, qui connaît la voie courte.